Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les enseignants sont mis à l'épreuve au Bénin. Plus de 18 000 professeurs vont être évalués à partir de ce samedi 24 août. Une initiative du gouvernement qui crée la polémique. Le Cameroun tire son épingle du jeu en termes de résistance économique en Afrique subsaharienne. C'est l'une des conclusions d'un rapport de l'agence de notation Moody's. Et le orange, le blanc et le vert composent le drapeau du Niger. Ce sont aussi les couleurs qui habillent chaque objet confectionné par un artisan patriote du Niger. Nous y reviendrons dans cette édition. Mais tout d'abord, en Tunisie, l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est aussi l'un des candidats à l'élection présidentielle du 15 septembre, a été arrêté ce vendredi dans le nord-ouest du pays. Cette nouvelle arrestation succède à son inculpation pour blanchiment d'argent il y a de cela 1 mois et demi. Le fondateur d'une chaîne de télévision, qui est aussi très actif dans le domaine humanitaire, dénonce une arrestation politique, alors que sa cote ne cesse de monter dans les sondages depuis qu'il a déclaré fin mai 2019 sa candidature à la présidentielle. L'éducation nationale est mise à l'épreuve au Bénin. Plus de 18 000 enseignants vont devoir passer une évaluation diagnostique à partir de ce samedi 24 août pour répondre à la problématique du système éducatif en déclin, une initiative du gouvernement qui suscite la polémique. Reportage de notre correspondant Leftionou. Près de 18 000 enseignants béninois devenus agents contractuels de l'État depuis 2008 sont convoqués pour une évaluation le samedi 24 août 2019. Sauf que cette évaluation des enseignants n'est pas du goût de tous. Et face à la controverse, le gouvernement béninois tente de rassurer sur le fait que les emplois seront conservés au terme de l'évaluation. Le gouvernement nous a confié la partie technique, c'est-à-dire la partie des sujets, préparation des salles, des sujets, des centres. Et tout va à bon train et tout est mis en œuvre pour que tout se déroule bien. Les démarches du gouvernement suscitent de vives réactions au sein du corps enseignant. Le monde syndical est divisé sur la question. Une frange annonce le boycott de l'évaluation. Le gouvernement ne peut pas rassurer à partir du moment où lui-même nous a dit le 23. Le président nous a dit que l'évaluation de l'objectif, c'est pour diminuer le nombre. Donc, il est question de soutenir les enseignants qui disent qu'il faut boycotter, c'est normal. Au plan social, c'est criminel. Et au plan pédagogique, on veut tuer l'école. Et le plan est connu, c'est de privatiser les écoles. Les candidats composeront dans les matières qu'ils enseignent. Au total, 23 centres sont retenus pour la composition au niveau des chefs-lieux des départements. À Madagascar, l'Assemblée nationale vient d'adopter une proposition de loi modifiant la loi de 2011 relative au statut du chef de file de l'opposition. Cette disposition impose que désormais seul un député pourra être à la tête de l'opposition, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Le contre-pouvoir qualifie ce projet d'atteinte à la démocratie. Graziela Tchakounte. La démocratie est-elle menacée à Madagascar? C'est ce que redoutent les membres de l'opposition. Une crainte qui fait suite à l'adoption de la proposition de loi modifiant le statut du chef de file de l'opposition. Un vote à main levée et quasiment à l'unanimité, mais sont les députés de l'opposition qui dénoncent une loi inconstitutionnelle rédigée dans un seul but: empêcher Marc Ravalman, ancien président de la République, de devenir leur leader. C'est assez compliqué à Madagascar et c'est toujours en fait depuis toujours ça a été effectivement un bras de fer entre les deux têtes entre guillemets du pays. Mais quelque part aussi, il y a énormément de personnes dans l'opposition, donc ramener tout en fait à la tête des deux personnes, en fait ça va pas. Mais le problème aussi c'est que la majeure partie des personnes qui sont dans l'opposition ne sont pas non plus élus députés. Ils se sont présentés mais n'ont pas été élus. La nouvelle loi indique en effet que seul un député peut prétendre à cette fonction, ce qui n'est pas le cas de Marc Ravalman. Le texte accorde par ailleurs certains droits spécifiques aux futurs chefs de file de l'opposition, tels que le droit de prendre la parole lors des sessions réservées aux questions au gouvernement ou de recevoir des missions diplomatiques. Maintenant, il existe une disposition légale claire qui inclut l'opposition extra-parlementaire dans l'arsenal de l'opposition.
Cette opposition extra-parlementaire est par nature une opposition qui n'a pas de représentants au sein du Parlement. Néanmoins, comme le dispose l'article 14 de la Constitution, elle peut être agissante dans ses convictions d'opposants. Ainsi, désormais, si Marc Ravalomanane, en tant que chef de parti d'opposition, a des positions sur lesquelles il souhaite que nous légiférions, il pourra s'appuyer sur le chef de l'opposition officielle au sein du Parlement pour introduire ses desiderata. Reste à présent une formalité dans un Parlement bicaméral acquis au chef de l'État, la ratification du texte par le Sénat, les 16 députés du TIM, l'unique parti d'opposition officiellement reconnu, éliront ensuite un des leurs pour devenir le chef de l'opposition parlementaire. Mais Marc Ravalomanane ne semble pas avoir dit son dernier mot. Il a saisi la SADC ce 19 août. Le Cameroun fait partie des pays les plus aptes à réagir en cas de crise économique en Afrique subsaharienne. Selon l'agence de notation Moody's, ce pays d'Afrique centrale serait capable de maîtriser ses dépenses publiques obligatoires au même titre que le Rwanda. Plus de détails avec Corinne Camden. L'économie camerounaise parmi les plus résistantes en Afrique subsaharienne. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'agence américaine Moody's sur la résistance des États subsahariens à une éventuelle crise économique mondiale. L'agence américaine classe le Cameroun deuxième meilleure résilience économique en Afrique subsaharienne après le Rwanda. Qu'est-ce qui fait véritablement la force du Cameroun? C'est sa situation stratégique en plein Afrique centrale. Parce que le Cameroun fait office de wagon de locomotive dans la zone CEMAC. Et la situation stratégique permet au Cameroun d'exploiter l'économie maritime avec une façade maritime assez importante. Le port en eau profonde de Kribi, le port de Lillet, doit dans une certaine mesure permet justement à l'économie de profiter, n'est-ce pas, des importations des pays qui sont enclavés comme le Tchad et la RCA. Vous savez, toutes les importations du Tchad et même les exportations d'ailleurs passent par le Cameroun. Le niveau d'endettement des pays de l'Afrique subsaharienne s'est accru ces dernières années, même si ces pays ont considérablement réduit leurs dépenses de près de 1,1% du PIB. La chute des matières premières maintient leur niveau d'endettement très élevé. Selon certains spécialistes, si le Rwanda et le Cameroun tirent donc leur épingle du jeu, c'est grâce à la diversification de leurs économies. L'économie a trois facteurs de production, le capital, la terre et l'homme, le facteur humain. Et le Cameroun dispose quand même, quoi qu'on dise, des ressources humaines assez importantes, bien formées, qui sont assez actifs. Parce que il faut dire, contrairement à la Côte d'Ivoire, par exemple, où l'économie est tenue par des expatriés qui expatrient tout à fait normalement le bénéfice tiré de leurs affaires, le Cameroun a des hommes d'affaires locaux, domestiques, nationaux, qui sont assez importants, qui jouent un rôle assez important dans l'économie. Au moment où la crise économique se généralise au niveau mondial, ce classement est une bonne nouvelle pour le Rwanda et le Cameroun, car il pourrait rassurer d'éventuels investisseurs étrangers sur la capacité de remboursement de ces deux pays. À la rencontre d'un jeune artisan patriote du Niger, il confectionne des objets aux couleurs du drapeau national, c'est-à-dire orange, blanc et vert, une manutention minutieuse qui est commercialisée au-delà des frontières du Niger. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Adamou Sani s'est spécialisé dans la fabrication d'objets aux couleurs du Niger. Depuis une quinzaine d'années, le jeune de 32 ans confectionne aux couleurs du drapeau national le blanc, l'orange et le vert, des chaînes, des casquettes, des bracelets, des boucles d'oreilles, des vêtements, des chaussures, des sacs à dos et bien d'autres objets. Fils et tissus sont entre autres sa matière première. Une façon pour lui de contribuer à la promotion de son pays et de cultiver le patriotisme. Mes créations sont plus prisées quand il y a des matchs de football, la lutte traditionnelle ou les cérémonies qui cadrent avec le sport et la culture. J'utilise les mains et les machines dans mon travail. Je suis vraiment satisfait de ce que je fais. Ayant appris cette activité depuis son jeune âge à Matankari, son village natal, ambitieux et constant dans sa logique, Adamou Sani a vite évolué et s'est par la suite installé à Niamey pour continuer son métier. Dans son atelier d'infortune, il y forme aussi des jeunes.
Ça fait 1 mois que j'ai commencé l'apprentissage de ce métier. J'apprécie beaucoup le travail qu'il fait depuis longtemps. Comme nous sommes en période de vacances, j'ai décidé de venir apprendre les contours de ce métier. Adamou ne commercialise pas ses articles seulement au Niger. Il a franchi la frontière pour vendre ses articles dans les pays voisins comme le Nigeria, le Ghana ou encore le Bénin. Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, la FECAFOOT a décidé le 22 août de suspendre la Ligue de football professionnelle du Cameroun avec effet immédiat pour violation grave et réitérée de ses obligations. Une autre réunion du bureau exécutif de la Fédération camerounaise de football est prévue le 3 septembre avec à l'ordre du jour l'examen de la situation de la Ligue de football professionnelle du Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.